Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui s'intéresse à Swissborg. Et aujourd'hui, je vais faire une analyse un peu plus poussée sur les fintechs, celles qui permettent de faire un lien entre le monde de la crypto et le monde de la finance traditionnelle, parce que c'est l'un des grands enjeux de demain et de ce bull run, c'est de voir comment l'argent, qui est principalement dans l'économie réelle, entre guillemets, hein, puisque la crypto est bien réelle, va finir par arriver dans la crypto et quels sont les mécanismes et les solutions qui existent pour ce faire. Et on va surtout regarder comment du coup investir dans des sociétés qui permettent ce grand shift, ce grand mouvement, et ainsi profiter de cette croissance très importante à la fois du secteur crypto, mais également de l'économie qui s'en dégage. Alors, avant tout, hein, je fais un rappel, dès lors qu'on est un petit peu dans du fondamental et qu'on va parler de certains jetons, certains tokens, certaines entreprises, évidemment, tout ceci est fait dans un but pédagogique. En aucun cas, ce n'est un conseil financier. Nous, ici, on est fan du projet de Swissborg. On n'est pas, d'une certaine façon, des employés de Swissborg. On fait ça parce qu'on a trouvé dans Swissborg un ensemble de faisceaux d'indicateurs qui nous laissent à penser que c'est effectivement quelque chose de très positif, à la fois dans le modèle économique, à la fois dans le secteur qui est porteur. Mais il y a d'autres alternatives. On va essayer de regarder un petit peu tout ça dans cette vidéo. Et je vous invite vraiment à avoir un esprit critique sur ce que l'on va vous présenter. Et derrière, faites-vous votre propre analyse avant d'investir. Alors comme je vous le disais, on n'est pas des employés de Swissborg, c'est vraiment la passion qui nous guide et pour qu'on puisse continuer à faire ce genre de vidéos, si vous avez envie de nous soutenir, quitte à faire, autant passer par notre lien de parrainage, on vous en sera très reconnaissant et n'hésitez pas aussi à partager et à liker nos vidéos. Fin de la parenthèse. Alors l'univers de la crypto, j'essaie de le représenter ici dans cette image et en fait c'est principalement un univers où Bitcoin est au centre. C'est un système solaire. Bitcoin, c'est le cœur de l'écosystème. Vous avez à peu près 60 à 70% de la valeur qui est concentrée dans Bitcoin. Et puis autour gravitent des jetons, des tokens, ce qu'on appelait des altcoins, avec, on est en train de le constater, des écosystèmes qui se créent et qui parfois vont avoir des passerelles entre eux, mais principalement aujourd'hui il y a deux grands écosystèmes qui sont en train de se construire. Vous avez Binance avec la Binance Smart Chain avec des jetons qui fonctionnent sur cette blockchain là, et vous avez Ethereum qui lui aussi a un ensemble de tokens qui fonctionnent sur cette blockchain là. Donc, même si ce sont des blockchains différentes, on constate qu'il y a un tout assez cohérent qui est en train de se dessiner. Et quand on parle d'investir dans la crypto, ce n'est pas que Bitcoin, ce n'est pas que Ethereum, c'est vraiment tout ce qui gravite autour de ces modèles-là. Donc, cette vision, cette image devrait vous permettre de un peu mieux situer. C'est un peu comme dans notre système à nous, tout ne fonctionne que parce qu'il y a le soleil, Bitcoin, et on va voir qu'il y a des flux de capitaux qui vont de l'un à l'autre, etc. C'est ce qu'on verra au fur et à mesure de nos vidéos qu'on va vous présenter. Alors, la crypto, c'est en pleine croissance, donc c'est un univers qui est un peu dans une bulle et qui croît d'année en année. Là, j'ai pris des dates marquantes qui étaient fin décembre de chacune de ces années. Donc en 2016, l'univers de la crypto représentait à peu près 18 milliards de dollars. En 2019, 3 ans plus tard, 193, ça avait fait x10, hein, c'est impressionnant. Entre 2019 et 2020, en un an, on a fait quasiment x4. Et depuis le début de l'année 2021, on a fait x2,2. On est en plein bull run sur une partie de 2020, une partie de 2021. Et donc, on voit qu'effectivement, les choses croient de manière très significative. Donc, c'est très intéressant parce que la crypto est encore un univers très petit. C'est 800 fois moins que tout le reste de la valeur. Pour vous donner une petite idée, on est à 1700 milliards de dollars, alors que de l'autre côté, on est à 1 360 000 milliards de dollars. Donc vous voyez, les ordres de grandeur, la crypto c'est encore minuscule. Alors le potentiel est énorme, on le voit ici, pour vous donner une idée, la crypto c'est 50 fois moins que l'or. C'est 90 fois moins que toutes les actions du monde. C'est 130 fois moins que l'argent en circulation. Et c'est, alors après, par rapport à l'immobilier, c'est 280 fois moins. Par rapport à la dette, c'est 250 fois moins. Donc on comprend un petit peu les ordres de grandeur. C'est impressionnant à quel point Bitcoin est encore tout petit et a un potentiel, si un jour ça valait la valeur de l'or, ça serait 50 fois plus élevé, quoi. Donc ça vous donne un petit peu les ordres de grandeur. La crypto, c'est un peu un environnement qui est clos, parce que c'est pas évident de rentrer à l'intérieur.
Évidemment, on a tous en tête le minage. Le minage, c'est la façon la plus, entre guillemets, traditionnelle, au temps premier, au bloc Genesis et puis les blocs suivants, on gagne de la crypto en minant. C'est une activité qui est devenue très difficile, très peu rentable pour un particulier et donc aujourd'hui, c'est réservé à des entreprises, à des gens qui ont des capitaux et qui ont pu investir dedans et qui peuvent aujourd'hui tirer leurs revenus du minage et accroître et participer à la crypto. Il y a une autre façon, c'est la participation à une ICO où il y a une levée de fonds autour de projets et puis on investit à l'intérieur et on reçoit des jetons et généralement c'est ainsi qu'on va rentrer d'approche entrepreneuriale. J'investis dans telle et telle entreprise. Vous avez des airdrops. Donc le airdrop, le concept, c'est tout simplement une société, un écosystème qui décide d'acquérir des clients, des utilisateurs, ou tout simplement faire un petit peu de publicité, de marketing, et qui va distribuer gratuitement ou contre telle et telle activité, des tweets, des likes, des choses comme ça, des récompenses en jetons. Donc ça, c'est un moyen qui se fait. Après, généralement, on gagne assez peu d'argent avec ces mécanismes-là, et c'est vraiment à la marge. Vous avez ensuite des échanges de services en pair à pair, c'est-à-dire que vous connaissez quelqu'un qui détient de la crypto, et puis vous dites, eh ben, écoute, si je viens chez toi et que je te fais le ménage, paye-moi en Bitcoin. Donc, vous voyez, ou en crypto, en Ethereum, etc. Donc, vous voyez, l'idée ici, c'est quoi? C'est je fais un échange avec une personne qui détient de la crypto contre un service ou contre de l'argent. Mais c'est pas vraiment des plateformes aujourd'hui, c'est assez difficile de trouver des plateformes où c'est vraiment en one-to-one, c'est plutôt des solutions un peu plus avancées qu'on va voir dans un second temps. Vous avez le farming, et là, ça implique de déjà avoir des jetons. Vous faites quelque chose de particulier avec ces jetons, et en échange de l'indisponibilité de ces jetons-là, vous récupérez une récompense en jetons. Donc, on peut récupérer une récompense dans le même jeton, mais on peut en récupérer dans un jeton différent. Ça, c'est possible aussi, c'est comme ça qu'on accroît son bac. Et puis, vous avez enfin des plateformes de trading. Ça va être le gros de notre discussion de cette présentation. Ça consiste à pouvoir envoyer des euros, des dollars, des fiat et à acheter de la crypto. Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a besoin de ponts pour passer d'un univers à un autre. Et on comprend bien, hein, si la finance traditionnelle, c'est 800 fois plus, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour que la valorisation de la crypto progresse très fortement. Donc, il y a vraiment un besoin de ce pont, de ce type de pont, et on va voir qu'il y a plein de techniques différentes pour faire ce pont-là. J'aimerais d'abord revenir sur le fonctionnement traditionnel des marchés actions. Vous allez voir que la mécanique, on va essayer de faire le parallèle après avec le monde de la crypto. Donc, vous avez de l'argent. Donc ça, c'est votre compte bancaire, c'est votre argent. Et vous allez essayer d'acheter des actions. Donc vous avez généralement trois grands moyens d'accéder. Vous avez la banque traditionnelle, vous allez frapper à la porte du bureau de votre banquier et vous dites, voilà, je veux acheter de l'action, on va dire Apple. Donc là, le banquier dit, OK, je saisis votre ordre, donc il le fait sur son ordinateur, il le transmet à un broker, qu'on appelle aussi courtier, et qui va transmettre votre ordre à un marché centralisé qui généralement appartient à une société. En ce moment, c'est ICE. Avant, c'était Euronext ou New York Stock Exchange. Donc, vous voyez, c'est une institution qui centralise tous les ordres et qui, après, va faire la compensation. Et, in fine, vous n'avez plus votre argent, mais vous récupérez des actions. Vous avez évidemment des banques en ligne qui le font, et après vous avez des nouveaux acteurs comme DeGiro et Robinhood qui simplifient considérablement la prise d'ordre sur les actions. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate dans le marché une sorte de concentration entre l'interface où vous saisissez votre ordre et l'opération de courtage qui transmet l'ordre au marché centralisé. Il y a des concentrations de marché. D'ailleurs, Euronext, qui s'occupait plutôt de la bourse européenne, a fusionné avec New York Wall Street, d'accord? Donc, il y a des fusions sur la partie bourse, mais c'est des marchés qui s'agrègent, d'accord? C'est pas sur le même marché. Et à contrario, il y a une concentration qui se fait sur l'approche verticale entre la saisie d'ordre et la transmission de l'ordre.
On constate aussi que l'essentiel de la valeur est en train d'être capté par les plateformes applicatives comme DeGiro et Robinhood, qui gagnent énormément d'utilisateurs par rapport aux acteurs traditionnels banquiers. Et en fait, au préalable, on trouvait que c'était pas extrêmement rentable les actions, et grâce à ces acteurs-là, ça devient un peu plus rentable. Ils arrivent avec des phénomènes de simplification des ordres à avoir une rentabilité plus intéressante que ce qu'avaient les banques traditionnelles. Voilà un petit peu le fonctionnement des marchés actions. Pour la crypto, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, vous n'avez pas un seul endroit où vous pouvez acheter du Bitcoin, hein. Vous en avez en fait plein. Il y a plein de bourses différentes, de plateformes d'achat et de vente de crypto. En fait, chacune de ces plateformes a son propre carnet d'ordre, n'est-ce pas? Et donc, typiquement, les acteurs de l'époque, donc là j'en ai cité 4, Binance, Bitfinex, Kraken, BTC, mais vous en avez des dizaines et des dizaines, ils ont tous créé leur bourse et créé les interfaces. Donc en fait, ce que l'on avait ici, qui était finalement décomposé en plusieurs acteurs, vous avez maintenant plusieurs acteurs qui font tous la même chose et toute la chaîne. Et donc en fait, c'est ce qui explique que vous allez avoir des prix pour Bitcoin différents sur Binance, que sur Kraken, que sur LBTC, que sur Bitfinex. Ça amène un marché qui est fragmenté, et vous avez donc une concurrence qui se fait entre les différentes plateformes. Alors ça se joue sur les frais, ça se joue sur les volumes, ça se joue sur la facilité d'accès, ça se joue sur la facilité de sortie, les effets de levier qui sont possibles. Enfin, vous voyez, il y a plein de critères de différenciation que chaque plateforme met en avant pour essayer de capter le plus d'utilisateurs. On est quand même encore, avec ces plateformes-là, dans une approche expertise. L'utilisateur qui est novice va être assez vite perdu dans ces interfaces parce qu'on se retrouve sur de la bourse, hein. Quand vous regardez les écrans de youtubeurs un peu spécialisés, vous allez vite comprendre que l'on est sur une démarche qui implique de maîtriser les ordres à court limite, et puis il y a des risques de se tromper dans cette approche-là. Donc c'est vraiment orienté expertise, et voilà. Alors ce qu'on constate, c'est qu'un peu comme dans la finance traditionnelle, vous avez quelque chose qui était au préalable dans la main de quelques experts vers une généralisation. Tout utilisateur, monsieur, madame lambda, a envie d'acquérir de la crypto. Et de la même façon qu'avant, il fallait passer par des intermédiaires, c'était long, c'était compliqué, et ben Internet a fluidifié considérablement le process, a réduit considérablement les coûts, et aujourd'hui, c'est presque devenu une activité de loisir pour certains d'investir dans telle et telle société. Et donc aujourd'hui, on le retrouve aussi dans la crypto où on a envie d'investir, etc., etc. Mais ça passe aussi du coup par l'arrivée de plateformes qui mettent en avant l'expérience utilisateur et la compréhension du process aussi pour les utilisateurs. Donc il faut réussir à trouver, dénicher, ça c'est la tendance qu'on constate, il va falloir réussir à trouver les acteurs de la crypto qui font ce pont entre la finance normale et la finance traditionnelle, mais qui sont simples d'utilisation, quitte à payer un peu plus de frais, mais qui vont permettre à plein de gens de rentrer et pas de se concentrer uniquement sur les experts. Donc le maître mot, c'est faire ça simple. Alors, il y a aujourd'hui 3 grands modèles de plateformes qui permettent d'investir dans la crypto à partir d'euros, ou de dollars, ou de francs suisses, ou de etc. Donc, vous avez d'un côté les intégrations totales. C'est ces bourses qui ont à la fois, donc qui sont le carnet d'ordre, achat, vente, les gens placent leurs ordres, et ils utilisent des applications et des sites internet qui vont permettre de le faire. C'est typiquement le cas de Binance et de Bitfinex. Vous avez après ceux qui se sont concentrés sur l'expérience utilisateur. Ils ont aussi leur carnet d'ordre, mais ils ont tout de suite été orientés le client moyen, le client lambda. Donc ça, c'est Coinbase et Crypto.com. Ils se sont dit, je vais faire une application ouverte à tous, simple, un bouton, j'achète, je vends. Le souci de ces plateformes-là, c'est qu'elles sont connectées à une seule bourse, et c'est la leur, et ils ne vont pas se greffer et trouver un peu la profondeur de marché que l'on a sur toutes les bourses, puisqu'on a vu qu'il y avait plusieurs bourses. Et à côté de ça, enfin, nouvelle approche, vous avez des pure players crypto qui, là, par contre, ont trouvé l'idée de se connecter à plusieurs exchanges en même temps. Donc ça, c'est Swissborg et c'est Voyager. Donc Swissborg, c'est pour tout ce qui est Union européenne, et pour l'instant, ça va se concentrer sur l'Union européenne, et Voyager, c'est États-Unis. Et donc, celles-ci sont aussi dans la démarche Coinbase, Crypto.com de rendre une utilisation facile pour le client moyen, mais surtout de se connecter aux bourses
aux différentes plateformes du marché. Alors pour investir dans ces solutions, il y a deux grands process. Il y a soit les actions, soit les tokens. Et on va voir maintenant les grandes différences et la pertinence de l'un et de l'autre. Donc là, on va regarder un petit comparatif entre les actions d'un côté et les tokens, et on va se concentrer dans un premier temps sur les actions. Les actions, c'est posséder une partie d'une entreprise. Hein. Donc, il y a une valorisation de l'entreprise et on la divise en actions. Et puis, si vous avez 1% au départ, c'est que 1% de l'entreprise vous appartient. Une entreprise, elle peut être cotée ou non cotée. Donc, l'action, si elle est cotée, ça veut dire que vous allez pouvoir la revendre facilement sur un marché. C'est organisé sur Euronext ou sur New York, le New York Stock Exchange. Il y a une plateforme de cotation et puis après, là, les gens qui veulent vendre et qui achètent se retrouvent pour fixer un prix. Donc c'est ça le côté. Et puis il y a le monde du non-coté, c'est quand l'entreprise est encore trop petite. En fait, il n'y a pas assez d'achats et de ventes, et puis ça coûterait trop cher de mettre en place ce dispositif. Du coup, les acteurs se retrouvent sur des endroits, des forums, où tout simplement ils vont frapper à la porte de l'entreprise en disant je veux investir, ou alors ils font ça parce que c'est la famille ou c'est des secteurs un peu plus élargis. Mais au préalable, quasiment toutes les entreprises ne sont pas cotées, puis elles vont être cotées. Et donc, le passage de la non-cotation à la cotation est un événement majeur pour une entreprise et généralement, c'est là que les valorisations prennent une vraie dimension impressionnante. Alors, quand on détient une action, on a le droit à trois choses principalement. Vous avez le droit de vote, donc c'est un droit de gestion sur l'entreprise. Ça peut vous permettre de dégager un dirigeant qui ne plairait pas. Ça permet de donner des orientations stratégiques, etc., etc. Donc, on a le droit d'action, de participation à ces assemblées générales et à des prises de position. Évidemment, là, votre pouvoir de décision correspond au nombre d'actions que vous détenez, alors modulo de certains dispositifs que vous connaissez peut-être, de droit de vote double, etc. Mais donc, en gros, c'est des mécanismes à la marge. Ensuite, vous avez un droit au dividende, et ça, c'est l'essentiel du fonctionnement de l'entreprise actionnaire. L'entreprise réalise des résultats et elle décide de distribuer tout ou partie de ses revenus auprès des actionnaires, avec le principe de plus vous avez d'actions, plus vous toucherez de dividendes, vous toucherez votre pourcentage. Si j'ai 10%, j'ai 10%, alors, sauf là encore des cas particuliers. Et vous avez un droit sur l'actif net, c'est-à-dire que si jamais l'entreprise décidait de se dissoudre, alors pour X raisons, et si jamais on constate qu'il y a plus de valeur qu'il n'y a de dette, à ce moment-là, chaque actionnaire recevra sa part de l'actif net. Donc, on a un droit réellement de posséder l'entreprise. Donc aujourd'hui, dans le monde de la crypto, la plus connue, la plus intéressante, c'est Coinbase qui est en train de s'introduire en bourse. Et donc là, c'est le Nasdaq, c'est ce type d'entreprise technologique qui va être intéressante à suivre. Et donc là, c'est un fonctionnement actionnariat. À côté de ça, vous avez les tokens. Et là, il n'y a pas de généralité que l'on peut faire. Il faut avoir en tête que un token, c'est ce qu'on en fait. C'est ce que la société émettrice a décidé d'accorder comme droit. Il n'y a pas de généralité et c'est très important de l'avoir en tête. Donc il faut analyser, regarder, lire attentivement ce qu'un jeton permet de faire ou ne permet pas de faire. On peut citer déjà une première caractéristique, un token, donc là c'est des généralités, un token est listé. C'est-à-dire qu'il est coté, il y a une valorisation, donc il y a des agrégateurs comme CoinGecko ou CoinMarketCap qui listent tous les jetons qui sont listés et qui disent sur quelle plateforme de bourse ils sont listés. Parce qu'on a vu que le marché de la crypto était fragmenté. C'est valable pour Bitcoin, mais c'est valable pour tous les jetons. Et donc, il y a une fragmentation. Et donc, il y a des prix qui sont différents d'une plateforme à l'autre. Et donc, pour pouvoir s'y retrouver, il y a CoinGecko et CoinMarketCap qui listent tout ça et qui donnent les prix. Ça, c'est très important d'avoir en tête que là, pour le coup, petit jeton, gros jeton, en fait, il y a une cotation. Il n'y a pas le cas de non coté. Ensuite, vous avez des droits de gouvernance. Ça, c'est possible qu'il y en ait, c'est possible qu'il n'y en ait pas, donc ça c'est à voir. Et donc en gros, un droit de gouvernance, ça vous permet de donner votre avis sur l'orientation de la gestion, c'est un peu comme les droits de vote. Vous avez ensuite des récompenses qui peuvent être liées à un stacking. Donc là, typiquement, c'est un peu en lien avec le dividende, on pourrait avoir une société qui décide de distribuer à ses détenteurs de jetons une partie des revenus de la structure. Donc voilà. Et vous avez ensuite des utilités particulières. Donc là, ça pourrait être de dire, si vous avez assez de jetons, vous avez un cashback sur votre carte bancaire. Vous avez la gratuité sur mes services. Vous avez droit à des services premium. Vous avez le droit de rentrer. Vous voyez un petit peu le concept. Vous avez une réduction de 50% sur les frais de transaction.
Donc en gros, c'est au cas par cas et ça dépend de chaque modèle économique qui a été décidé d'être construit. Contrairement aux actions, il y a un autre phénomène. Les actions, généralement, on peut faire des augmentations de capital et accroître la quantité de jetons. Généralement, dans la crypto, ça n'est pas le cas. Il y a généralement une quantité disponible de jetons à l'émission des tokens de la société, mais derrière, on est plutôt sur une phase de destruction ou de réduction de la quantité que d'augmentation de la quantité. Donc ça aussi, c'est intéressant d'avoir ça en tête. Alors moi, de mon analyse, les tokens ont un pouvoir de valorisation bien plus important que les actions. Alors certes, on n'est pas propriétaire d'une part de l'entreprise, ça on échappe malheureusement à cette propriété-là. Par contre, il y a plein de choses qui sont soit comparables, soit meilleures que les actions. D'un point de vue distribution de revenus, c'est possible qu'il y en ait. À chaque fois, je vais dire c'est possible parce que ça n'est pas systématique. Les droits de gouvernance, c'est pareil. On peut en retrouver. La génération de revenus ou de jetons supplémentaires, c'est possible, hein, avec l'image du farming qui est au milieu avec la petite plante. La possibilité d'avoir des utilités particulières, comme des réductions sur les frais ou une carte bancaire, vous voyez, ce genre de choses-là, c'est possible aussi. Parce que vous détenez les tokens. Il y a aussi une réduction de la quantité de jetons disponibles parce que l'entreprise, par exemple, va faire comme ce qu'on appelle du rachat d'actions. Là, elle va racheter ses propres tokens sur le marché pour les détruire et donc ça va concentrer la valeur de l'entreprise dans quelques jetons et non pas dans la totalité des jetons. Et enfin, vous avez aussi, par exemple, l'accès à des services particuliers que vous n'auriez pas le droit si vous n'aviez pas les jetons en votre possession. Donc, vous voyez, en fait, finalement, entre les actions et les tokens, la seule chose qui distingue d'un point de vue négatif pour les tokens, c'est le droit de propriété sur l'entreprise. Par contre, au niveau des possibilités que le token offre, c'est beaucoup plus large. Alors, de mon analyse, et là, encore une fois, hein, chacun se fera la sienne, la création de valeur dans le secteur de l'investissement crypto, hein, il est plutôt dans les solutions qui sont simples et accessibles à tous plutôt que dans ce qui est complexe et qui nécessite une expertise. Je constate que dans la finance traditionnelle, on a ce phénomène-là. On passe de la banque normale, réservée à l'expert, qui a du temps, etc., vers l'application d'achat et de vente d'actions. Hein. On a ce phénomène-là de simplification qui est meilleur à la complexité. Tout le monde, on ne va pas viser l'expert, on va viser le tout le monde. Ça, c'est le premier point que je retiens. Et c'est aussi le deuxième élément, c'est le fait que les choses soient automatisées. Dans la finance traditionnelle, ce qui génère le plus de rendement pour une banque, ça n'est pas les frais de courtage, c'est les frais de gestion sur les placements. Les placements dans les assurances-vie, les placements dans les fonds communs de placement, les gestions sous mandat. Bref, c'est quand la société, la banque, fait travailler l'argent de son client et non pas quand l'argent est statique ou simplement à la demande de l'utilisateur parce que l'utilisateur, il fait assez peu d'opérations. Donc ce qui est très intéressant, c'est de réussir à être à la fois dans quelque chose d'automatique et de simple. Et aujourd'hui, je crois que le téléphone portable, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Donc vous voyez un petit peu l'analyse du secteur. Alors évidemment, en plus, si vous êtes sur le secteur crypto qui est en pleine croissance avec de plus en plus d'utilisateurs et une masse de plus en plus d'argent qui va arriver, vous êtes sur le bon secteur. Alors je vais faire un petit focus sur Swissborg parce que nous sommes la chaîne fan de Swissborg. On a 4 principales grosses utilités sur le jeton. Donc déjà, il y a des droits de gouvernance, hein, la possibilité de voter, la possibilité de donner son avis, la possibilité d'orienter la gestion. On a ensuite un phénomène de premium d'utilité particulière. Si vous détenez suffisamment de jetons, vous aurez des avantages. Vous aurez des avantages en termes de frais, vous aurez des avantages en termes d'expérience, vous aurez des avantages en termes de rendement, vous aurez des avantages en termes de possibilités de gestion à l'intérieur de votre application. Ensuite, vous avez un phénomène de burn, donc la société va collecter des frais au fur et à mesure de ses activités, et ces frais vont aller régulièrement sur le marché acheter des jetons, donc la réserve de frais va aller acheter des jetons sur le marché pour les détruire, et ceci va concentrer la valeur. C'est le même mécanisme que le rachat d'actions. Alors Swissborg en a fait un tout à fait particulier qui ne se déclenche que quand le prix est faible, tout ceci pour en détruire davantage et soutenir le jeton en phase un petit peu tendue.
Et vous avez enfin un phénomène de rendement. Le jeton Swissborg permet de distribuer une partie des revenus selon un mécanisme assez complexe. Et donc, c'est comme si vous étiez actionnaire avec des dividendes, mais là, c'est avec le jeton. Donc, vous voyez, on retrouve les votes, la seule chose que l'on ne retrouve pas, c'est la propriété de l'entreprise. Par contre, vous avez des avantages en plus qui me semblent très intéressants. Swissborg ensuite a vraiment tout compris. On est sur le principe de multibourse, hein, on se connecte à plusieurs exchanges, donc on va chercher vraiment le prix le plus intéressant. Swissborg se positionne comme un partenaire des plateformes, des exchanges, des bourses, et non pas comme un concurrent direct. Hein. On a ensuite un phénomène de simplification, c'est vraiment, alors là, quand vous regardez tous les comparatifs de plateformes, c'est l'application la plus simple. En plus, elle sera bientôt traduite en français, en allemand, en italien et en espagnol. Donc, vous voyez, là, on est en train vraiment de s'orienter sur le marché européen de manière très visible. On a dans les cartons la possibilité demain d'avoir des choses automatiques. Vous pourrez faire les choses par vous-même, mais on a compris que la valeur, elle était dans l'automatisation, d'avoir des choses qui se font à votre place. Alors si vous avez envie de le faire par vous-même, pas de souci, mais vous aurez des choses qui le font à votre place avec des indices thématiques. Je vais investir dans toutes les chaînes, les protocoles de chaînes Proof of Stake. Je veux investir dans les jetons d'infrastructure. Je veux investir dans les jetons d'exchange. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Et enfin, tout ceci, eh ben, parce que c'est simple, parce que vous allez toucher une surface d'utilisateurs beaucoup plus large et qui sont prêts à faire pas mal d'opérations et puis de se constituer un vrai patrimoine crypto, ça va générer des revenus. Des revenus qui vont du coup se traduire dans la valorisation globale de l'écosystème. Et ce qui me plaît moi aussi, c'est cette vision banque privée, c'est-à-dire que si vous regardez un petit peu le phénomène de la banque, hein, ce qui compte, c'est les encours. C'est à quel niveau finalement vos clients, vos utilisateurs vont réussir à avoir suffisamment de capitaux, parce que plus vous avez de capitaux, plus vous allez avoir finalement des stratégies différentes qui vont générer des frais différents. Hein. Donc on se positionne bien dans cette orientation-là. Pour moi, on coche beaucoup de très bonnes cases concernant l'orientation de cette solution. Alors, en synthèse, j'ai retenu une de chaque. Donc, j'ai pris Coinbase, Swissborg et Binance. Coinbase, c'est la première application simple qui a été lancée. Par contre, vous êtes encore dans une approche de « je fais les choses par moi-même ». C'est sur le fonctionnement d'une action. Et aujourd'hui, donc Coinbase est en train de s'introduire en bourse. Il y a plusieurs vagues d'introduction. On pense a priori que les prix devraient tourner autour de 100 milliards de dollars. Vous avez tout à droite Binance, donc la plateforme d'exchange, une bourse complètement intégrée, de la saisie de l'ordre en passant par le broker, en passant par la plateforme. Donc, vous voyez un petit peu la chose. En plus, Binance a développé une propre blockchain sur laquelle il y a un écosystème. On l'a vu sur la première slide, hein, un écosystème qui se crée autour de lui, qui donne encore une valeur intéressante au projet. Donc là, ça reste quand même quelque chose, d'un point de vue nouvel utilisateur, très complexe à utiliser, où il faut faire les choses par soi-même. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un token, et que le token, c'est l'ouverture des possibles avec ce qu'on a vu, hein, des systèmes de valorisation très intéressants. C'est valorisé 41 milliards, donc vous voyez, la valorisation est quand même très élevée. Vous avez Swissborg, qui là est donc la solution que nous on préconise, qui est très simple d'utilisation, qui va nous permettre à la fois de faire les choses par vous-même ou de manière automatique, selon votre choix et votre préférence, et avec un token dont on a parlé précédemment. La valorisation, elle est de 0,8 milliards. Donc vous voyez, c'est encore un tout petit acteur du marché. Binance, c'est plus de 45 fois la valorisation de Swissborg, et Coinbase, c'est 110, 120 fois. Donc le potentiel de Swissborg sur la zone Europe il est vraiment évident. Puis après, évidemment, hein, quand on est une licorne, le jour où Swissborg deviendra une licorne, on commence toujours par son secteur, on est la fintech locale, et puis après, on se développe. Hein. Pour idée, Coinbase, c'est américain, Binance, c'est plutôt asiatique, donc il faut bien un acteur européen aussi. Voilà, maintenant je vais vous parler comment faire pour investir dans ces différentes structures. Autant pour Coinbase, là, la solution elle est assez simple, il va falloir se rapprocher de votre banquier. On est sur une action classique, donc ça peut être votre banquier, ça peut être potentiellement DeGiro, l'application, ça pourrait être n'importe quel courtier, broker en ligne, Fortuneo, Boursorama, etc. Donc à partir du moment où ils donnent l'accès au marché américain,
et que l'introduction est terminée, bah, vous pourrez acheter de l'action Coinbase et vous aurez droit à ces actions et tout ce qui s'ensuit. Pour Swissborg et Binance, là, le meilleur moyen pour investir dedans, c'est de télécharger l'application. Donc là, vous avez ici la possibilité de télécharger l'application via notre lien. Le lien est également dans la description. Vous arrivez sur cet écran-là et c'est très important de ne pas télécharger l'application tant que vous n'avez pas pu saisir votre numéro de téléphone pour pouvoir obtenir vos premiers bitcoins gratuits. Vous pouvez obtenir jusqu'à 100 € de bitcoin en passant par notre lien et en plus, ça nous soutient, donc ça, c'est top. Mais une fois que vous êtes dans l'application, vous pourrez déposer des euros, des francs suisses, du dollar canadien, en fait, votre monnaie, vous les déposez et vous allez pouvoir acheter. Donc, le jeton de Swissborg, le jeton de Binance sont tous les deux listés sur l'application. Et donc, en 3 clics, vous allez pouvoir les acheter. Vous allez vous rendre compte à quel point c'est facile et simple d'investir avec Swissborg. Et puis après, vous pourrez diversifier dans les solutions qui arrivent de demain parce que vous allez avoir dans l'appli la possibilité. C'est vraiment une application de gestion de patrimoine. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a de l'épargne? On le répartit soit sur des titres vifs, on pourra demain le répartir sur des indices, on pourra aussi demain les mettre dans un compte d'épargne qui génère des intérêts. Hein. Donc tout ça, c'est vraiment la philosophie qui est derrière avec les services qui vont venir avec. Et moi, ce que je vous recommande, hein, c'est si vous entrez maintenant, hein, avec tout ce qui arrive dans le backlog, je vous invite à regarder la vidéo sur le point sur la roadmap. J'en fais une tous les mois. Donc là, la première a été faite mi-février. On voit tout ce qui est en préparation. Et vraiment, hein, l'écosystème de Swissborg est très intéressant et très riche. C'est ça qui nous passionne ici. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur les différentes vidéos pour bien comprendre la dimension qu'est en train de prendre cette application. À mon sens, les 3 solutions, Coinbase, Swissborg, Binance, ont toutes les 3 de la valeur. Elles ont, on a vu, hein, des mécanismes très différents. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous dire « Ok, je veux investir dans la crypto, mais je ne veux pas forcément investir directement, si c'est le cas, hein, parce que évidemment ça fait sens aussi d'investir dans Bitcoin, dans Ethereum, etc. Hein. Mais si vous avez envie de dire « Moi, je ne veux pas forcément être celui qui cherche l'or pendant la ruée vers l'or, mais je veux être celui qui vend des pelles. » Si vous voulez être ça, c'est ces 3 sociétés en particulier qui peuvent vous permettre d'avoir une exposition à la crypto sans forcément en détenir. Alors même si avec Swissborg et Binance c'est le cas, vous détenez d'un jeton et puis vous êtes sur un secteur, enfin à mon avis, on comprend bien hein, qu'il y a eu le post-passage FinTech, banque traditionnelle à FinTech, et là vous êtes dans la FinTech crypto, vous êtes dans le secteur avec le plus de potentiel possible en ce moment, j'ai l'impression, hein. Après je peux me tromper, mais ça restera à vous de faire votre opinion là-dessus. Voilà, je vous remercie une dernière fois. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon week-end en fonction du moment où vous nous regardez. Et je vous dis à ciao bye bye pour une prochaine vidéo. Salut!